Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle masterclass Booster la cohésion et l'efficacité d'équipe par l'agilité comportementale. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Robert. Alors, vous avez l'image de Robert, vous allez entendre sa voix, mais hélas, il a des problèmes de connexion aujourd'hui, donc on ne pourra pas l'avoir l'image en direct. Robert, tu nous entends? Oui, je peux même. Non, on ne t'entend plus là, Robert, ça ne marche pas. Hmm. Ça doit être la bande passante qui... Bon, ok, Voilà, là on t'entend. ok, la passante, ça suffit. Donc, Oui, oui, très bien. Bonjour à tout le monde. pour ceux qui nous suivent depuis un moment, on est ravis de vous retrouver. Donc, c'est notre 6e conférence. Comme vous avez pu le constater, le thème est le même que la 3e conférence. Par contre, aujourd'hui, ce qu'on a changé, c'est qu'on va passer moins de temps sur les apports théoriques et on va passer plus de temps sur le côté opérationnel, sur des illustrations d'interventions de Robert en entreprise pour que vous puissiez voir comment Comprofiles peut vous aider à résoudre les problématiques du sujet que nous allons traiter aujourd'hui, la cohésion et l'efficacité d'équipe. Avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous indiquer dans le chat, en bas à droite de votre écran, si l'image et le son fonctionnent? Et si vous voyez juste la photo de Robert, c'est normal, c'est lié à ces problèmes de connexion. Oui, c'est OK, merci Pierre, parfait, OK, merci. D'accord. Bon, ça a l'air de fonctionner déjà par rapport au premier retour. Je vous remercie. Donc, avant de commencer, on a quelques petites questions à vous poser pour faire connaissance. On aimerait savoir si vous pouvez vous indiquer dans le chat quelle est votre fonction actuelle, quelle est votre problématique numéro 1 en matière de cohésion et d'efficacité d'équipe que vous souhaiteriez résoudre, et à quelle échéance vous souhaiteriez le résoudre. Au moins, nous essaierons d'y répondre avec Robert au travers de cette masterclass. Bonjour à tous. Pour les nouveaux arrivants, je vois que vous continuez à être nombreux à vous connecter. Donc, est-ce que vous pourriez nous indiquer rapidement votre fonction, votre problématique en matière de cohésion et d'efficacité d'équipe que vous souhaiteriez résoudre et quelle est l'échéance? Est-ce que c'est immédiat? Est-ce que c'est à la rentrée? Est-ce que c'est dans l'année? Dans le chat, en bas à droite, s'il vous plaît. Donc, Eric est président d'association, inventaire des compétences et mise en synergie. Est-ce que vous pourriez être plus précis, Eric, s'il vous plaît, pour la mise en synergie? Marilène est chef de projet. Passer de la collection d'individus au collectif. Donc, passer de l'individuel, j'imagine, au collectif. Donc, Corinne, responsable commerciale, dynamique et résistance individuelle et de groupe. Donc, on est plutôt dans la résistance au changement, Corinne? Claude, donc formatrice consultante en RPS et communication, montée en compétences pour améliorer vos contenus de formation, répondre au plus juste aux besoins de formation. D'accord, vous avez une prochaine intervention en septembre, donc vous venez, comprendre mieux le modèle. Corinne, donc c'est le changement ou personnalité, d'accord? Catherine, motivation et engagement à un niveau similaire entre les membres de l'équipe, la solidarité, la proactivité. D'accord, donc vraiment la cohésion d'équipe pour entraîner l'efficacité. Claude, professeur d'école de commerce. D'accord, bien là pour s'informer. Bienvenue, Claude. Robert, est-ce que déjà tu as des réactions par rapport à ces problématiques? Je pourrais avoir des réactions, évidemment, sur les. On va voir. En fait, on va voir comment l'agilité comportementale laisse la place aux gens, parce que le principe de base de l'agilité comportementale, c'est en fait, de se centrer, de donner la priorité à l'autre dans la relation. Or, il faut voir, par exemple, si on est dans une problématique de résistance, des choses comme ça, est-ce qu'on est parti de notre propre vision des choses ou est-ce qu'on a laissé la place à la vision des choses, de la situation des autres, par exemple?
Hein, ça peut faire des différences tout à fait énormes. Si l'autre personne ne se sent pas prise en compte, à ce moment-là, il se raidit et véritablement, à partir de quelque chose qui était plutôt un appel à l'aide, ça se transforme en résistance. Par exemple, des choses comme ça, c'est très, très fréquent. Bon, la mise en synergie, bon, c'est l'établissement de la confiance, d'un projet commun. Donc, il faut voir si les infrastructures de base sont favorables à ce que les gens soient en synergie. Et donc, il faut rentrer dans le détail, par exemple, d'un projet ou d'une situation d'entreprise. Voilà ce que je dirais comme première réaction. D'accord. Alors maintenant que vous vous êtes présenté, que vous nous avez présenté vos problématiques, on va rapidement se présenter aussi, mais comme on le fait à chaque fois pour pas que ça soit répétitif, on va se baser en fait sur le sujet de la cohésion et de l'efficacité d'équipe. Donc moi, je suis Nadège Rouanet, psychologue du travail de formation. Je suis coach professionnel certifié et consultante en entreprise. Donc j'ai travaillé 17 ans dans un grand groupe de la région aixoise comme responsable carrière. Donc, avec mon équipe, on gérait tout ce qui avait attrait au développement RH au sens large, la mobilité interne, la gestion des carrières, l'évolution, la détection des potentiels, la fidélisation, etc., etc. Et durant cette expérience, en fait, j'ai pu constater que nos hauts potentiels n'avaient pas à leur disposition tous les bons outils, les bonnes pratiques pour améliorer leur efficacité, et il manquait cruellement de savoir-être. C'est-à-dire qu'au niveau formation, au niveau technique, c'était des personnes qui étaient brillantes. Mais au niveau savoir-être, soft skills, là, ils n'avaient pas les clés pour être les meilleurs managers possibles. C'est des personnes qui sont confrontées au stress continuellement, qui ont beaucoup de responsabilités. Donc, c'est comme ça que nous avons fait appel à Robert et ses équipes pour intervenir auprès de nos hauts potentiels au sein de notre groupe. Et il le fait depuis maintenant, depuis 2016, je crois. Robert, dis-moi si je me trompe. Je crois bien, oui. Ouais, et enfin, je crois qu'il y a 350 personnes, les 350 premiers de l'entreprise qui sont passés dans les séminaires. Et tu continues, hein, chaque année, tu fais au moins 2 séminaires donc, pour leur amener de la montée en compétences au niveau de l'agilité comportementale. Donc, ils suivent le séminaire de Robert de 2 jours sur l'agilité comportementale. Et ce qu'on a pu mesurer derrière, hein, le fait de suivre ce séminaire de Robert, c'est qu'ils avaient plus conscience de l'impact de leur comportement sur les autres, sur leurs clients, sur leur hiérarchie, sur leurs équipes. Ces personnes-là géraient beaucoup mieux leurs émotions suite à cette formation dans des situations de stress qu'ils vivent continuellement. Et enfin, ils avaient des relations plus harmonieuses et donc plus efficaces. Et ils ont eux-mêmes vu les bienfaits de l'agilité comportementale dans leur manière de manager, de fédérer, de coordonner les équipes. Donc, c'est pour ça qu'on va vous en parler aujourd'hui. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré Robert et qu'on a commencé à travailler ensemble. Robert, je te laisse peut-être faire part de ton retour d'expérience. En fait, l'entreprise à laquelle tu appartenais, présentait des indicateurs qui sont typiques de beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que les responsables, les gens qui sont les plus haut placés, en fait, souvent sont très bons dans leur domaine, mais ont des registres de communication stéréotypés. C'est-à-dire que, en fait, ce qui leur convient, c'est leur préférence comportementale, en quelque sorte, les registres de communication qu'ils ont l'habitude, où ils se sentent à l'aise. Or, en fait, si on fonctionne comme ça, et on peut tous avoir, tendance à fonctionner comme ça, on impose des registres de communication qui ne sont pas obligatoirement ceux qui sont adaptés aux gens. Et le point de départ, c'est toujours le même dans la communication, c'est si on ne part pas de l'autre, si on privilégie sa propre position et on est centré sur soi-même, en fait, c'est très difficile d'avoir une bonne communication ensuite. Il faut partir de l'autre et justement s'adapter au registre de l'autre pour avoir une chance d'avoir une communication de meilleure qualité. Donc, c'est des choses comme ça sur lesquelles on travaille. Alors, souvent, ça fait l'effet d'une révélation pour des gens très techniques. Et là, c'est une entreprise de service à l'industrie, donc c'est une entreprise très technique. Et bon, c'est comme si, tout d'un coup, ils découvraient un nouvel univers, alors que ces gens-là sont tous des ingénieurs de formation et tout ça, ont fait des très bonnes études. Et c'est assez intéressant de voir que, tout d'un coup, de prendre en compte la logique de l'autre, de prendre en compte les difficultés de l'autre et de prendre en compte les besoins, et en particulier les besoins psychologiques de l'autre, ça transformait la relation à l'autre. Voilà. Tout à fait. Oui, ce qui m'ont fait comme retour, c'est de se rendre compte qu'on est responsable de la qualité de nos relations.
Ouais, c'est ça, c'est de passer au sens de la responsabilité. C'est exact. Tout à fait. Alors, pour commencer et introduire le sujet, pour parler agilité comportementale, il faut parler communication interpersonnelle. Donc, on vous a préparé un petit quiz. Si vous pouvez répondre en bas à droite dans le chat, selon vous, que faisons-nous lorsque nous communiquons avec une autre personne? Indiquez-nous juste le ou les numéros qui vous semblent être les bonnes réponses. Nous échangeons des points de vue, des opinions. Nous partageons des émotions, des sentiments pour le numéro 2. Le numéro 3, nous donnons et nous recevons de l'information. Le numéro 4, nous découvrons l'autre. Et le 5, nous donnons à l'autre une idée de nous-mêmes. Selon vous, lorsque nous communiquons avec quelqu'un, quel numéro, un ou plusieurs? D'accord, alors il y a pas mal de personnes qui nous répondent tous les numéros. Le 1, 2, 3, 4, 5, on a du 3, on a du 4, on a du tous. Bon, essentiellement, Robert, on les a tous. Donc, on a plutôt une bonne team de participants là, qui sont initiés à la communication. Et tout le monde a raison. Et tout le monde a raison. Et en même temps, bien sûr qu'on fait tout ça quand on communique. Reste le fait qu'avec certaines personnes, on se sent bien. Et puis, on va mettre l'accent sur, en fait, l'échange d'énergie entre les gens. Et qu'on se sent bien qu'avec certaines personnes, on a envie d'aller plus loin, qu'avec certaines personnes, on se sent stimulé et boosté, et qu'avec d'autres, on se sent, au contraire, un peu, je veux dire, finalement, sans motivation, quelquefois même épuisé d'être dans cette situation de communication qui ne nous satisfait pas. Donc, l'évidence est qu'à travers tout ça, qui est complètement exact, en fait, on échange essentiellement. La communication interpersonnelle, c'est un échange d'énergie. Et cet échange d'énergie, d'où ça vient? Comment est produite l'énergie? L'énergie est produite par la satisfaction ou non, ou la dissatisfaction des besoins psychologiques que l'on a. Chacun d'entre nous a sa propre hiérarchie de besoins psychologiques. Certains sont très importants, d'autres moins importants. Et en fait, chacun d'entre nous cherche à peu près très régulièrement dans les relations que l'on a, de justement satisfaire ses besoins psychologiques. C'est ce qui génère de l'énergie pour nous. Si à l'inverse, on ne satisfait pas ses besoins psychologiques, on a l'impression de se vider de notre énergie. Voilà. Donc ça, c'est le fondement de la communication interpersonnelle. Ce qui, encore une fois, c'est au risque d'être très répétitif, ça veut dire qu'il faut centrer l'autre, il faut considérer l'autre comme une personne, c'est-à-dire avec quels sont ses besoins, quels sont ses objectifs, quelles sont ses difficultés, et de prendre ça en compte dans la relation. Ce qui n'est pas évident, parce que très souvent, on est centré sur nous-mêmes, parce qu'on est centré sur le contenu de ce qu'on veut faire passer. On n'est pas centré sur la forme de la communication. Or, c'est la forme de la communication qui est le plus important dans la communication, plus que le contenu. Et le contenu est incontournable, mais ce n'est pas ça qui fait la qualité de la communication. Voilà ce que je dirais dans un premier temps. Donc, pour cheminer encore dans l'agilité comportementale, on va rapidement aborder les notions de croissance et de survie, qui sont quand même des thèmes clés dans le modèle ComProfiles. Donc, Robert, qu'est-ce que le stress selon le modèle ComProfiles? C'est en fait, là aussi, on aborde des choses que certains de nos auditeurs aujourd'hui connaissent très bien. C'est le fait qu'on peut se trouver en face d'une situation ou en face d'une relation et avoir l'impression que l'on n'a pas toutes les ressources à notre disposition pour bien mener cette relation ou pour bien gérer cette situation. Et c'est-à-dire qu'on a comme un déficit de ressources. Entre les ressources qu'on est capable de mobiliser, celles dont on aurait besoin pour gérer harmonieusement et efficacement la situation ou la relation, ou les deux, en fait, eh bien, il y a un manque. Donc, il y a un déficit de ressources. Et il y a une autre cause qui va nous amener sous stress, c'est le fait de regarder la situation comme une menace de perte de ressources. Et si on est pris dans ces deux perceptions, qui sont deux perceptions intuitives mais automatiques chez nous, soit de sentiment de déficit, soit le sentiment d'une menace de perte d'énergie émotionnelle, en fait, on passe sous stress. Et on passe sous stress, et sous stress, on va avoir plusieurs attitudes possibles par rapport au stress. Le stress n'est pas obligatoirement quelque chose de négatif, on le sait très bien, mais il y a des mécanismes qui se mettent en place. L'un qui est automatique pour chacun d'entre nous fait que, à partir du moment où on part d'un déficit ou d'une menace de perte de ressources, en fait, on se protège. On adopte une attitude défensive où on veut protéger le peu d'énergie qu'on a. Et en fait, cette attitude-là, elle est automatique. Elle ne passe pas par notre prise de décision consciente.
Elle est gérée par des mécanismes internes qui sont des mécanismes émotionnels, par des peurs justement de se retrouver sans énergie du tout. Et ça aboutit à des comportements qui sont plus forts que nous et qui en fait ne sont pas adéquats. Ces comportements vont être à notre service complètement et aux dépens des autres. Ça, c'est ce qui caractérise la survie. Et en fait, ce qui est très difficile là-dedans, c'est que ces mouvements qui génèrent ces comportements sont automatiques chez chacun d'entre nous. Donc, il faut les gérer pour qu'ils ne prennent pas le devant, pour qu'ils ne prennent pas l'avantage sur les comportements qu'on déciderait d'avoir. Il faut les gérer, il faut en avoir conscience et les gérer. Autrement, on se fait toujours prendre de vitesse et on s'aperçoit qu'on vient de mettre en place un comportement inapproprié quand on l'a déjà mis en place, quand on l'a déjà exécuté. Ça, c'est la survie. Par rapport à ça, en croissance, en fait, c'est prendre conscience du stress, justement, de la difficulté. Et par rapport au stress, le stress a des vertus. Les vertus qu'a le stress, c'est de mobiliser plus de ressources qu'habituellement, donc de mobiliser ces ressources pour justement gérer la situation de stress. Et on va mobiliser nos ressources consciemment, d'une part pour gérer les difficultés de la situation, d'autre part pour gérer les difficultés qui sont générées par l'attitude de certaines personnes en face de nous qui pourraient être en survie. Et les personnes en survie vont obligatoirement appeler chez nous une relation qui doit amener à leur donner de l'énergie. Parce que si on leur donne de l'énergie, on est en train de battre en brèche les processus de survie et on est en train de s'attaquer et de diminuer ou d'annuler le sentiment soit de déficit énergétique, soit de menace de perte d'énergie qui génère le stress. C'est-à-dire qu'en se centrant sur l'autre, en voyant ce dont il a besoin, quels sont les besoins qu'il faut satisfaire, si on le fait consciemment, on est en train d'investir dans la qualité de la relation et on est en train de faire sortir la personne de la survie et du stress et le ramener, l'aider, contribuer à ce qu'il revienne en croissance. D'accord. On a une question de Corinne qui nous demande s'il n'y a pas d'autres peurs qui peuvent prédominer en plus de la peur de la perte d'énergie. Oui, mais bien sûr qu'il y a d'autres peurs qui peuvent prédominer. Les peurs peuvent être liées au contenu de la relation, à la situation elle-même et tout, et concourir justement à la peur de ne pas avoir l'énergie pour faire, de ne pas avoir les capacités pour faire, etc., etc. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une conjonction des peurs. La peur fondamentale, chez chacun d'entre nous, c'est la peur de ne pas avoir la satisfaction de nos besoins psychologiques prioritaires. Là-dessus, ça peut être renforcé par, justement, des peurs qui tiennent à la situation ou au contenu de ce qui est traité avec les autres personnes. Cette conjugation des peurs peut nous paralyser ou peut nous amener à servir justement ces comportements qui sont plus forts que nous et qui sont des comportements de survie, et donc d'accentuer la survie chez nous. D'accord. Et maintenant, parle-nous un peu de l'agilité comportementale et le lien avec tout ce que tu viens de nous dire. L'agilité comportementale, c'est la capacité de s'adapter à l'autre ou de s'adapter à une situation. Qu'est-ce que ça veut dire s'adapter à l'autre, s'adapter à une situation? C'est-à-dire que parmi les registres de communication que l'on a à notre disposition, de choisir le registre de communication qui convient à la relation à l'autre. C'est-à-dire, si jamais on a une autre personne en face de nous, c'est le registre de communication qui nous permet à l'autre d'exprimer ses besoins, à nous de satisfaire les besoins. Et à ce moment-là, c'est le point de départ même de la relation en croissance, c'est donner la priorité à l'autre, avoir une situation d'écoute et d'empathie, quels sont les besoins de l'autre, quelles sont ses difficultés, quels sont ses objectifs, de prendre ça en compte et de servir ce qui convient à l'autre personne en face de nous. C'est ça la base même de l'agilité comportementale, c'est-à-dire que, comme le dit le slide, là, au cœur de l'agilité comportementale, c'est la capacité d'être en croissance. C'est-à-dire de mobiliser notre énergie, d'en donner à l'autre sans en attendre en retour. C'est-à-dire de ne pas avoir besoin de l'énergie que pourrait nous donner l'autre pour être en équilibre énergétique. Et pour justement, la meilleure protection qu'on a par rapport à la survie, c'est de mobiliser notre énergie pour être en équilibre énergétique et de ne pas dépendre d'autres personnes et de pouvoir en donner aux autres. Et là, la base même, c'est l'investissement. On va donner de l'énergie. L'attitude de croissance est une attitude a priori
d'investissement pour la qualité de la relation, pour obtenir une qualité de la relation. La plupart du temps, on réussit. Et c'est une attitude altruiste, c'est-à-dire qui démarre par un don d'énergie vis-à-vis de l'autre, qui démarre par la générosité. Et cette générosité, l'autre va y être sensible. Il y est d'autant plus sensible que s'il est en survie, il faut que tout le monde ait en tête que la survie, c'est un appel à l'aide. C'est une situation de détresse, la survie, pour chacun d'entre nous. Une situation automatique, d'expression automatique, mais qui dénote quoi? Je manque d'énergie, j'ai besoin d'énergie, donnez-moi de l'énergie. Donc c'est ça qui est le point de départ, et c'est ça qui va permettre justement de combler ce manque et de rasséréner l'autre personne, de la rassurer par rapport à la relation et par rapport à la situation, et de lui donner les moyens de sortir de la survie et de sortir du stress. Voilà, donc les points de départ de l'agilité comportementale, se centrer sur l'autre, l'empathie et la générosité. Oui, donc en fait, c'est faire le choix de la croissance autant que faire se peut. Faire le choix de la croissance. Et la croissance pour nous-mêmes, ça c'est notre meilleure protection, évidemment. Et la croissance pour l'autre, c'est-à-dire que quand on est en croissance, on va justement se centrer sur l'autre, essayer de comprendre l'autre et lui donner ce dont il a besoin. Et en le nourrissant en croissance, on a de très bonnes chances de contribuer à ce qu'il sorte de la survie. D'accord. Oui, donc c'est un double pari gagnant en fait. Oui, nous protège nous. C'est en fait la meilleure protection par rapport à la survie, c'est d'être en croissance et de mobiliser son énergie pour être en croissance. Mais c'est aussi la meilleure contribution qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre pour qu'il retrouve ses talents et ses compétences. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que non seulement la survie est un appel à l'aide, mais en survie, nous perdons nos compétences, nous perdons nos talents. Si on regarde les gens quand ils sont en survie, ils n'ont pas grand-chose pour eux-mêmes. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas grand-chose pour nous-mêmes quand nous sommes en survie. C'est la même chose. Et donc, parce qu'on y perd nos talents et nos compétences. D'accord. On a des réactions sur le chat. Alors que Claudie nous dit que ça rejoint la démarche de la communication non violente, en fait, sur l'aspect écoute active, expression, prise en compte des besoins de chacun dans une relation de communication. Je pense que la communication non violente est une partie de la communication en croissance. Elle la couvre pas complètement du tout, hein, mais c'est très bien. Je pense que les préceptes de la communication non violente sont très bien, sont fondés sur l'expression de l'impact que ça a sur nous et de ce qu'on attendrait de l'autre. Donc et de le dire, de le verbaliser, je pense que c'est très très utile dans énormément de situations. Je pense que la croissance est beaucoup plus étendue que la communication non violente. Si on passe à ce qu'on fait dans les séminaires d'agilité comportementale, les gens peuvent constater que en fait, l'ensemble des attitudes que l'on peut avoir en croissance pour résoudre tel et tel problème de relation, telle personnalité difficile, est infiniment plus étendu que simplement la communication non violente, qui est quelque chose de parfait, hein, très très bien, pour ce que ça traite. C'est un outil de plus. C'est un outil interne, je pourrais dire, parce que ça a été mis en forme par Rosenfeld, mais moi j'y adhère complètement. Je trouve que c'est formidablement intéressant. Ça ne résout pas tous les problèmes. Bien sûr, bien sûr. D'accord. On a aussi Jacques qui nous dit que ça demande d'avoir une force vitale qui permet d'englober l'autre. Oui, ça, je ne sais pas. Je ne l'exprimerai pas comme ça. Hein. Je pense qu'on se fait beaucoup de cinéma sur l'énergie. C'est-à-dire que comme s'il fallait avoir énormément d'énergie pour mobiliser notre énergie. Je ne crois pas du tout. Je pense que chacun d'entre nous est capable de mobiliser son énergie, y compris dans des situations qui sont justement des situations de stress où on a l'impression d'avoir un déficit d'énergie. Et même dans cette situation-là, c'est là où en fait, on étend ses ressources et ses capacités de gérer des situations difficiles. Même dans une situation où on est en manque d'énergie, où notre perception, c'est un manque d'énergie, si on se met dans une situation consciente, volontaire, de mobilisation de notre énergie, on s'aperçoit qu'on arrive toujours à mobiliser notre énergie. Donc, ce n'est pas la force vitale qui est en jeu là-dedans, c'est plutôt une problématique vis-à-vis de l'autre. Est-ce que je mobilise mon énergie pour améliorer la relation avec l'autre, ou est-ce que je ne le fais pas? Le point de départ, c'est pas moi, c'est la relation. C'est la qualité de la relation. Et on va s'apercevoir que c'est justement dans la construction de la qualité de la relation qu'on se découvre soi-même, qu'on découvre des capacités qu'on ignorait chez nous.
De la même manière que dans notre vie professionnelle, petit à petit, on arrive à réaliser des objectifs. Et en réalisant ces objectifs, il nous vient des ambitions supplémentaires. On arrive à réaliser des objectifs d'un ordre plus élevé. Dans la relation, c'est exactement la même chose qui se passe. On s'aperçoit qu'en mobilisant notre énergie, on arrive à résoudre des problèmes relationnels avec des personnalités difficiles, dans des situations de communication difficiles, et qui font qu'on prend confiance en nous au niveau de la communication. D'accord. Eric nous demande si la survie peut engendrer la fuite ou la tétanie. J'imagine que ça dépend de ton profil. Oui, ça dépend du profil. Bon, là, on ne parle pas des profils de communication, mais il y a des profils qui sont caractérisés par ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui, lorsqu'ils sont en survie, pratiquent la fuite, l'évitement, la paralysie, etc., etc., malgré eux, bien sûr, puisque c'est des comportements qui sont plus forts qu'eux, qui sont gérés par des peurs internes. En général, la peur du désaccord, la peur du conflit, la peur d'être mal évalué par les autres, etc., génère ce type de fonctionnement qui est basé sur la fuite, l'évitement ou la paralysie. Et on nous demande qu'en est-il lorsqu'il y a beaucoup d'interlocuteurs à la fois? Parce que là, on parle de la relation interpersonnelle, on va dire one-to-one, mais quand il y a plusieurs interlocuteurs? Oui, je vais répondre à ça. Je réponds à une autre question. Est-ce qu'une seule méthode peut résoudre tous les problèmes? Mais non, ce qu'on pratique dans l'agilité comportementale, c'est tout un ensemble de méthodes. C'est pour ça que je répondais sur la communication non violente, combien c'était tout à fait remarquable, mais ça ne résolvait pas tous les problèmes. Il n'y a pas une méthode qui résout tous les problèmes. Ou sinon, les bases même de la communication, c'est-à-dire la base même de la qualité de la relation, c'est l'écoute de l'autre. Mais bon, vous allez me dire, mais on est dans des truismes, là, des trucs qui sont fondamentaux, tout le monde pense ça. Oui, tout le monde pense ça, mais tout le monde ne le met pas en œuvre. Ni nous-mêmes, d'ailleurs, dans certaines situations. Donc, c'est un ensemble de méthodes. Et c'est là que, en fait, on peut faire un très bon usage des typologies comportementales, c'est-à-dire du profiling, c'est-à-dire de tenir compte des profils des gens ou de leur choix de registre de communication à un moment donné pour justement s'adapter, adapter les méthodes aux caractéristiques de ce qui se joue à ce moment-là donné sur le registre de communication qui est choisi par l'autre, si l'autre est en survie. Bon, voilà ce que je pourrais dire. Après, ça demande à être travaillé, mais l'essentiel de nos séminaires, c'est de travailler sur ça, c'est-à-dire de manière concrète là-dessus. Alors maintenant, si on a beaucoup d'interlocuteurs à la fois, il faut savoir qui est en survie. Parce que quelqu'un qui est en croissance ne nous pose pas de problème. De la même manière que nous, lorsque nous sommes en croissance, nous ne posons pas de problème. Lorsque nous sommes en croissance, au contraire, nous mobilisons notre énergie pour favoriser la qualité de la communication avec l'autre. Les autres font la même chose que nous. On n'est pas des héros des temps modernes. Tout le monde était, et depuis que l'humanité existe, tout le monde fait ça. Et les gens qui sont en croissance, eh bien, ils apportent de l'énergie aux autres. Et on s'aperçoit que la croissance nourrit la croissance. Plus on apporte de l'énergie à l'autre, plus en fait, on va recevoir de l'énergie positive en retour. Donc, les interlocuteurs qui posent problème, ce sont les interlocuteurs en survie. Alors, si on a plusieurs interlocuteurs en survie dans des registres différents, c'est là que la question peut se poser. À quoi je vais donner la priorité? À quel registre je donne la priorité? À quelle personne? Et ça, les choix vont être sans doute le premier point sur l'intensité de la survie. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus en survie que d'autres dans tel et tel registre? Si à ce moment-là, on va aller dans le registre de ceux qui peuvent avoir l'influence contagieuse la plus pernicieuse à l'intérieur du groupe. Deuxièmement, quelquefois, on fait des choix par rapport aux individus et leur importance dans le groupe. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si c'est des choses qui sont répétitives, on peut se préparer à l'avance par rapport à ça. Et bon, on sait que telle personne a tendance à nous poser problème, telle personne a tendance à passer en survie dans des réunions, etc., etc. Il faut, de manière préventive, si on donne de la croissance, si en croissance on donne de l'énergie positive de manière préventive à ces personnes, on s'aperçoit que la plupart du temps, elles ne passent plus en survie dans les réunions que l'on a. Donc, ça peut donner toute une politique, en fait, relationnelle, qui permet de diminuer les pertes d'énergie que l'on peut avoir. Et la vie est plus facile, quoi, en quelque sorte. D'accord. Passons aux illustrations maintenant, Robert. Parlons du cas que nous avons déjà pris dans notre newsletter, pour ceux qui lisent notre newsletter. Est-ce que tu peux nous parler de l'illustration oui, de la passion je pense, oui, merci Nadège. Je pense que c'est un cas que l'on peut généraliser à beaucoup d'autres. Bon, moi j'ai eu la possibilité de travailler avec cette personne.
PDG d'une très grande société internationale, hein, bon, avec beaucoup de responsabilités, très grande complexité à gérer, etc., etc. Et le gars était relativement, non, pas relativement, il était extrêmement intelligent, une rapidité d'esprit formidable, et en fait, voulant aller au résultat tout de suite, et qui avait la tendance, en fait, à prendre le dessus sur tout le monde. Bon, tout le monde parlait de lui comme d'un killer, c'est-à-dire que son avis était uniquement critique. Quelquefois, il était humiliant avec ses collaborateurs. Bon, même que ses collaborateurs dirigent des entités très importantes de plusieurs milliers de personnes, etc., etc. Il voulait tout le temps montrer sa pertinence, sa plus grande intelligence, son plus grand brio au dépens de ses interlocuteurs. Ce qui caractérise la survie. Et les gens avaient des images de lui en survie. En fait, j'ai eu l'occasion de travailler avec son comité de direction sur une action de très grande ampleur qui a débouché sur les choix d'investissement stratégique de l'entreprise. Et bon, ça a duré pendant un certain temps, mettons une bonne année. Et en fait, le travail fait par les directeurs et leurs équipes arrivait à des conclusions qui pouvaient être dans l'esprit des gens, moi j'étais moins au courant qu'eux, pouvait aller à l'inverse des options supposées du PDG. Et en fait, tout le travail devait se terminer par réaliser la totalité du travail et le présenter au PDG pour voir, avoir son avis, son évaluation, etc., etc. Et en fait, tout le monde mourait de peur. Tout le monde mourait de peur vis-à-vis de lui. J'avais essayé à plusieurs reprises de demander à son second, le directeur opérationnel, d'en parler, de le tenir au courant de l'avancée des travaux, puis etc., etc. Et en fait, chaque fois, son second se débinait. Il ne voulait pas lui en parler. Véritablement, il était paralysé par la crainte. Et il trouvait une bonne raison, comme la question qui a été posée tout à l'heure, d'éviter, de fuir, etc., etc. Et bon, en fait, on avait une journée entière avec lui où tout le monde, tous les départements présentaient leur stratégie, leur nouvelle stratégie et la stratégie d'investissement en même temps qui devait avoir lieu dans les différents pays. Et en fait, il y avait une anxiété pas possible dans le groupe. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, puisque personne ne veut parler au PDG. Je suis allé parler au PDG. Et en fait, ce que j'ai fait quelque chose de très simple. C'est-à-dire que je lui ai dit combien ses collaborateurs le respectaient, son sens stratégique, combien son avis était important pour eux. Je lui ai dit que ses directeurs avaient une très grande conscience des enjeux, un engagement sans faille pour parvenir aux meilleures conclusions, et que donc la reconnaissance de leur travail, de sa part, avait un impact à coup sûr extrêmement important sur leur motivation. Il m'a écouté. Et je lui ai dit, et comme j'ai été encouragé, je lui ai dit, vous savez, il est possible que vous soyez en désaccord avec certaines conclusions de vos collaborateurs et de leurs équipes. Mais si c'est le cas, évidemment, vous allez vous exprimer. Mais si vous voulez garder la motivation de vos collaborateurs, ne l'exprimez pas de manière trop sévère, trop vive et péremptoire, mais montrez en premier lieu la reconnaissance du travail d'analyse et de réflexion réalisé. Et puis ensuite, mettez les choses en perspective pour dire qu'ils n'ont pas pris en compte certains facteurs qui sont super importants, primordiaux peut-être pour vous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la journée s'est passée comme dans un rêve, vous savez, pour les gens, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir leur PDG se comporter comme ça. Qu'est-ce que j'avais fait? Pas grand-chose. Je lui avais donné de l'énergie. Tu l'as remis en croissance. Je l'ai remis en croissance et il est en croissance. Et puis après, la croissance, c'est plus agréable que la survie. Comme il n'était pas dénué de talent et de ressources, il s'est nourri en croissance de la pertinence du travail fait, etc., etc. Et puis, il a exprimé des désaccords, il a exprimé des remarques et tout ça, mais avec beaucoup de respect et en soulignant le travail fait. Et en fait, pour les gens, c'était comme ils découvraient un autre PDG. Bon, après, c'est pas une révolution qui a duré une vie, hein, mais c'est sur le champ, là, c'était la démonstration. Quelqu'un qui est en survie est en train de vous appeler à l'aide, y compris s'il est PDG d'une grande multinationale. Quelqu'un qui est en survie est en train de dire qu'il manque d'énergie. Si vous lui donnez l'énergie dont il a besoin ici, de la reconnaissance, du respect, de la valorisation de son importance, de ses avis, etc., etc.,
Pourquoi va-t-il vous l'extorquer puisque vous lui donnez directement? Donc, en fait, c'était tout simplement ça. Et ça arrive tout le Ça temps. nourrit ses besoins, en fait. Nourrit ses besoins, c'est tout. Hein, c'est aussi simple que ça. Et ce qu'on fait à longueur de journée, dès qu'on se pose la question de se dire, mais de quoi a besoin l'autre en face de moi? Et ça n'est pas une question de contenu. Le problème des gens très techniques, et bon, Nadège, tu as travaillé longtemps dans une société industrielle d'importance, et les gens analysent tout à partir du contenu. Oui. Le contenu ne joue pas de rôle important. Il joue des rôles importants dans la stratégie, dans la réalité de ce qu'on a à gérer, mais pas dans la communication. Ce qui joue un rôle le plus important dans la communication, c'est l'échange d'énergie. Et donc, prenons l'initiative d'un échange d'énergie positif. Et on va voir l'effet révolutionnaire que ça a par rapport à des gens qui ont tendance à passer en survie. Parlons maintenant du grand groupe français pour lequel tu as travaillé sur la gestion du stress en croissance. Tu es intervenu sur le CODIR, si je ne me trompe pas. Oui, bon, c'est souvent le cas, hein, puisque j'interviens beaucoup dans des comités de direction. En fait, ce groupe, la nouvelle PDG d'un groupe important, hein, disons, d'un certain nombre de milliers de personnes, a fait appel à moi au moment où elle a été nommée PDG. Elle a été choisie comme PDG. En fait, la situation, j'ai participé au comité de direction important, hein, ceux qui étaient sous la forme de séminaires, dès le départ. Le niveau de confiance était déplorable. Il y avait de la méfiance partout, il y avait des rivalités, il y avait des clans, peu d'engagement au travail, etc. etc. Et en fait, un travail considérable a été fait sous l'impulsion de la nouvelle responsable, et avec un travail stratégique de partage d'un projet commun, etc., etc. Et puis, on a fait tout un travail sur, disons, l'agilité comportementale, l'écoute des uns par les autres, à rechercher la coopération et la solidarité à l'intérieur du groupe sur l'ensemble des projets de changement, etc. Et en fait, au bout du compte, les choses, on les voit, là, puisqu'il y a 2 enquêtes exactement les mêmes qui ont été faites avec les mêmes outils qu'on a conçus chez ComProfiles. Vous voyez la différence. Tout n'est pas parfait, là, encore, mais des progressions un peu plus que sensibles, un peu fulgurantes, un peu à l'image, en fait, des progressions qu'ils ont fait au niveau de leur chiffre d'affaires et de leur résultat business. Et puis, tout était plus simple. Hein. À partir du moment où les gens sont en croissance, les rapports sont plus cordiaux, c'est plus agréable, on peut se centrer sur les tâches, on n'a pas à gérer de la communication tout le temps. On gère de la communication quand la communication va mal. Si la communication va bien, on met toute notre énergie à résoudre des tâches, à accomplir des projets, à les mener à bien, etc. etc. Et bon, ça a été... c'est comme une histoire qui s'est déroulée presque idéalement, quoi, en quelque sorte, là, sur ces 2-3 années, dont les résultats sont témoins, là, en quelque sorte. Oui, grâce à ton outil cohésion efficacité d'équipe, tu as pu... Oui, disons que j'ai contribué. Et en fait, quand même, c'est une contribution. Parce que le travail qui a été fait au niveau stratégique était tout à fait remarquable, a porté ses fruits. Ça facilite les choses quand on réussit aussi, pour avoir moins d'anxiété et que ça baisse le niveau de stress. Mais en même temps, ce qui est assez extraordinaire, c'est que on est arrivé à baisser le niveau de stress tout en augmentant les exigences vis-à-vis des gens. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, 3 ans, les gens travaillaient énormément plus à la réussite des projets et à l'innovation et au changement qu'au départ, avec un niveau d'énergie pour chacun bien supérieur à ce qu'il était au départ, et de la solidarité et de la cohésion du groupe. D'accord. Anne nous fait une remarque en disant que le plus dur reste quand même de détecter les attentes de chacun des collaborateurs qui ne l'expriment pas spontanément ni aisément. Le plus difficile dans la vie, c'est d'écouter les autres. Je veux pas être impertinent, hein, mais tout part de l'écoute des autres. Si on veut découvrir les attentes des gens, il faut leur demander. Il faut être vigilant par rapport à ça. Or, très souvent, je vais partir pour moi-même, hein, et comme si j'étais l'entière humanité tout seul, hein, c'est au diable l'avarice. Hein. En fait, on est centré sur soi la plupart du temps. Et on est centré sur soi et sur notre vision des choses.
Et on ne s'aperçoit pas qu'on est centré sur soi et sur notre vision des choses. On voit midi à notre porte. Alors que si on se dit et que notre vision du monde est orientée vers l'extérieur et est orientée vers les autres et on donne la priorité à l'autre, on va s'apercevoir que l'autre va nous faire comprendre ce dont il a besoin et qu'est-ce qu'il attend. Si on lui donne le temps de le faire, si on est dans une disposition d'esprit. Or, en fait, dans le monde du travail aujourd'hui, on veut aller à une telle vitesse, on veut aller tellement vite que tout temps passé à l'écoute semble être du temps perdu. Et je pense que c'est le temps gagné de l'efficacité. Au contraire, c'est ça. Donc, d'accord. Et si on passe du coup à la dernière illustration avec un autre outil, Robert? Voilà, c'est pour donner un peu des illustrations très différentes des centaines et des centaines de cas qu'on traite. Là, on était dans un service de sécurité sociale d'un pays autre que la France. Hein, et là aussi, c'est une intervention dans le comité de direction de la sécurité sociale de ce pays-là. Et donc, il y avait dans ce comité exécutif, il y avait 6 personnes. Vous voyez, 6 personnes, et là, ils sont centrés sur ce qui est l'octogone du modèle ComProfiles avec les profils de communication, mais on ne va pas rentrer dans les profils de communication parce que ça nous prendrait trop de temps et on n'en a pas besoin là. Mais simplement, vous voyez les concepts qui sont là et qui donnent le sens à justement la quintessence du profil et des gens. Et on avait un gars qui était très compétitif là, dans la compétition. Ce gars-là était une pièce rapportée dans l'institution. Il avait été nommé par le gouvernement et c'était un grand banquier et le gouvernement lui avait donné pour mission de moderniser justement cette institution de sécurité sociale, notamment de la moderniser par de l'innovation technologique, etc., etc. Et dans le comité de direction, il y avait, vous voyez 3 autres personnes, vous voyez les concepts là, 3 personnes avec l'essence de la stabilité, c'est-à-dire des cadres bien établis, des processus bien établis, des procédures, etc., etc. Quelqu'un qui était dans la sécurité, l'autre dans la coopération, essentiellement, c'est-à-dire finalement des profils assez conservateurs. Et là, si vous utilisez des outils comme ça pour faire une intervention, là c'était une intervention de consultation, c'est pour ça vous voyez, on essaie de donner une illustration un peu large des interventions possibles où on utilise des outils comme Profiles. En fait, vous pouvez faire des hypothèses là par rapport à ça. Vous pouvez les faire vous-même d'ailleurs. Je ne sais pas si on a le temps de faire réagir les gens, Nadège. Oui, bien sûr. Ils réagissent en disant qu'ils sont d'accord sur l'écoute active. Faites des hypothèses. Vous allez faire une intervention, même si vous n'êtes pas un habitué de la consultation, vous intervenez dans une équipe. Bon, là, c'est un comité de direction, mais c'est une équipe, un comité de direction. Il y a 5 personnes qui sont, allons-y, des fonctionnaires, et qui sont très haut placés, qui sont des grands directeurs. Et puis, vous avez un gars qui est nommé l'équivalent d'un PDG, en quelque sorte, et qui vient de l'extérieur, qui a été nommé par le gouvernement. Et il est chargé de faire de l'innovation, du changement technologique, etc., etc. Et les autres sont en place depuis un moment. Faites une hypothèse optimiste et faites une hypothèse pessimiste. Allez-y. Et vous allez voir ce que vous pouvez faire, en tenant compte de juste ce que vous avez. Vous allez voir qu'il suffit de pas grand-chose pour être capable d'avoir des intuitions. Vous pouvez écrire la réalité, dans le chat. Faire des intuitions. Alors, dans le chat, vous faites vos intuitions. Tout à fait. Marquez-nous vos intuitions. Qu'est-ce qui peut se passer dans cette équipe, puisqu'on a une personne qui est placée là où elle est avec tout ce qu'il peut y avoir de caractéristiques. Hein, et puis, dans son comportement. Et qu'est-ce qui peut se passer, au contraire, éventuellement de négatif, une hypothèse pessimiste. Donc, optimiste, le DG va communiquer et essayer de comprendre la situation, selon Claude. Ouais. Et pessimiste de Claude, je crois qu'il est en train de l'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire de comprendre la situation ? Allez-y. On a ouverture sur la nouveauté du profil différent et négatif, rejet de la différence par l'équipe en place. Ouais.
Défiance, opposition, résistance, abus d'autorité, résistance, opposition au changement, blocage des collaborateurs. Là, c'est Bon, ça, c'est l'hypothèse pessimiste, ouais, ok. pessimiste. En positif, on a le compétiteur écoute et met en avant l'équipe pour observer et agir après, où il se met en avant et rend les autres en survie. Ça, c'est la pessimiste derrière. Oui. Euh, Le DG va s'appuyer sur le profil collaboration pour assurer des personnes en place, pour assurer les personnes en place. Oui. Et ensuite, il a besoin de résultats. Il a besoin de faire des choses. Comment vous allez faire? Vous apercevez que si vous voulez réussir, vous allez réussir par la qualité de la relation et vous allez réussir par la qualité du projet commun. Donc, il va falloir que les gens adhèrent au projet commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le projet commun, il faut le co-construire. Il faut que les gens non seulement y adhèrent, mais se l'approprient, c'est-à-dire que ce soit au moins en partie ou en totalité leur projet commun. Si on ne fait pas ça, si on vient comme quelqu'un ultra autoritaire, donneur de leçons, etc., et qui va donner la vérité aux autres, et qui va apporter la vérité aux autres, à ce moment-là, il est fort possible qu'il y ait des mouvements de résistance et que les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Si la personne veut passer en force, qu'il a tendance à l'autocratie, qu'il prend des décisions trop rapides, qu'il prend trop de risques pour les gens vont avoir des peurs telles qu'ils vont se raidir. Mais si, au contraire, il montre qu'il est à l'écoute des gens et qu'il voit, il perçoit ce dont ont besoin les gens, il va leur donner ça tout en les entraînant vers quoi? Vers les projets d'innovation et les projets de changement. Donc, il y a un double mouvement qui s'opère, quelque chose qui est de l'ordre de la relation et qui est indispensable pour libérer en fait l'opérationnalité et l'exécution du projet commun. Les deux sont on ne peut pas se faire l'un ou l'autre, on fait l'un et l'autre. On fait l'un et l'autre. Et si on croit qu'on va passer parce qu'on a un meilleur projet, parce qu'on est dans la vérité et tout ça, on va s'apercevoir qu'on va trouver des résistances. Et on ne comprend pas les résistances. Comment les gens peuvent-ils résister à un projet qui est meilleur que les autres, qui va dans le bon sens et tout? Eh bien, les gens résistent parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas pris en compte, parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont niés en tant que personnes. Or, les gens sont des personnes. Donc là, vous avez déjà des éléments qui, avant même de faire quoi que ce soit, avant même de faire des entretiens, des diagnostics ou n'importe quoi, vous pouvez avoir déjà au préalable, rien qu'en regardant une cartographie d'équipe, là comme ça, à travers les profils, vous pouvez faire des hypothèses, non pas savoir la vérité, non pas savoir ce qui va se passer, vous n'êtes pas Madame Soleil ni quoi que ce soit, mais simplement faire des hypothèses et ensuite sonder ces hypothèses-là. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la nature des relations et tout et tout. Bon, c'est juste pour montrer l'éventail de qu'est-ce qu'on peut faire avec des outils qu'on utilise bien. Ou l'outil est simplement un outil, il n'est pas une finalité en soi. C'est comme les profils, vous savez, en général, sont distribués comme des finalités en soi, et ensuite on a des images, et on met les gens dans les tiroirs, on fait du plaquage, etc. etc. Autant de bullshit qu'on peut imaginer. Mais si on utilise bien ce qui est là, les enseignements que ça peut donner, on peut faire des hypothèses. Les profils sont des systèmes d'information, ne sont pas des systèmes de définition des gens, mais des systèmes d'information. Et à ce moment-là, on peut effectivement aller prendre en compte les gens et puis aller vers de la co-construction, etc. etc. D'accord. On voit bien du coup, par cette démonstration, que l'agilité comportementale, c'est le facteur premier du leadership d'équipe. Oui, c'est la partie relationnelle du leadership. Et comme l'équipe, l'efficacité de l'équipe vient d'une part de la qualité des relations et d'autre part de la co-construction d'un projet commun, eh bien c'est au moins 50% du travail qui est fait, mais ça va influer sur le projet commun. Ensuite, le projet commun va venir renforcer la qualité des relations et notamment la relation de confiance qu'il va y avoir et qui est la base de tout. C'est l'infrastructure en quelque sorte, la relation de confiance qu'il y a entre les gens. Et ça se construit en grande partie, disons à 80% par la qualité des relations et puis à 20% par la qualité du projet commun, le sentiment qu'on est en train de bâtir ensemble, de co-construire ensemble. Bon, ça c'est... Et donc, ça a un effet évidemment éminemment positif sur l'efficacité d'une équipe
et sur sa cohésion. D'accord. Merci Robert pour ces illustrations très opérationnelles. Nous arrivons au terme de notre web conférence. On peut peut-être regarder de nouveau les problématiques, Robert, qui avaient été exposées en début de masterclass. Oui, est-ce que tu peux les remettre? Oui, parce que moi, je suis... Alors, on avait les dynamiques et les résistances individuelles et de groupe. Oui. Alors, je ne les vois pas, moi, personnellement, mais... D'accord. Est-ce qu'on peut... Tu les vois, là? Moi, je suis en train de les dérouler, là. Est-ce que tu peux les faire défiler depuis le départ? Non? Ça y est. Oui, on y est, là. Bon. Alors, tu les vois? Non, pas encore, mais peut-être ça va venir. Adéquation des ressources, élus par une AG et compétence des besoins réels. Je ne les vois pas, là. Je ne me rends pas compte de ce qu'il y a. D'accord, c'est étonnant. On ne peut pas mettre les premières, le début du chat? J'y suis, Robert, dessus. J'y suis. Motivation et engagement à un niveau similaire entre les membres de l'équipe. Solidarité, motivation et engagement, je le fais à partir de ce que tu me dis. Hein. Oui. Motivation et engagement à un niveau similaire. Il faut que les gens se sentent pris en compte, je veux dire, en tant que personne, au même titre que les autres personnes d'un groupe. Déjà, ça, c'est le point de départ. Et à ce moment-là, les gens sont rassurés, sont rassérénés d'une certaine manière au niveau relationnel. Après, l'autre partie, c'est à partir de cette base qui va régler la confiance, qui va faciliter l'expression des opinions des gens et qui va faire que si des désaccords émergent, et ils doivent émerger les désaccords soient la base même de la créativité, de l'innovation, et non pas la base de conflit, mais qu'au contraire, ça apporte une diversité de points de vue qui nous amène finalement à des solutions qui sont meilleures que celles qu'une seule personne pourrait avoir au départ. Et à ce moment-là, s'il y a cette base-là, le reste, c'est comment on construit ensemble. Comment on construit ensemble. Et si on construit ensemble, si on est pris en compte en tant que personne, si on construit son propre projet, est-ce qu'on va résister à ça? Non, on ne va pas résister. Au contraire, on va s'engager. On va y trouver de la motivation, on va trouver de la satisfaction. Et en fait, on rentre dans un cercle qui est la plupart du temps vertueux de production d'énergie avec les autres. Hein, et par rapport à soi-même, c'est très important. On rentre dans son flot d'une certaine manière où on va exprimer à plein ses capacités, son potentiel, ses moyens. Mm-hmm. On avait aussi comme problématique mieux former nos managers. Mieux former nos managers, je crois que les entreprises font des très bons efforts par rapport à former les managers, mais si on se tient à toutes les enquêtes qui sont réalisées, et en fait, de plus en plus, les enquêtes sont de plus en plus éloquentes. Qu'est-ce qu'on attend des managers maintenant? C'est, vous lisez les enquêtes, à 80-90%, que les managers progressent en soft skills. C'est-à-dire qu'en qualité d'écoute, ça c'est le truc qui vient en premier lieu, en reconnaissance des gens, etc., etc. C'est ça qu'on attend. Bien sûr que tout le monde attend qu'un responsable connaisse bien son métier. C'est normal, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut non seulement il connaisse bien son métier, mais qu'il soit capable justement de motiver ces gens, de tenir compte de leur source de motivation. Et leur source de motivation, qu'est-ce que c'est? C'est leur besoin, la motivation intrinsèque, c'est-à-dire le besoin psychologique dominant. C'est ça qu'il faut prendre en compte. On ne peut pas manager les gens de la même manière, deux personnes différentes de la même manière, parce que ces deux personnes peuvent avoir une hiérarchie de leurs besoins psychologiques complètement différents et leur source de motivation d'une manière en fait, qui se constitue de manière complètement différente. Donc, voilà ce qu'on peut dire, mais ça demande de l'investissement. Si on veut éviter l'investissement en tant que manager, on veut éviter l'investissement et simplement parce qu'on est bon dans son métier et qu'on pense qu'on est sûr de ce qu'on a à faire, et simplement aller vers des méthodes qui sont des méthodes qui ne laissent pas le choix aux autres personnes de contribuer eux-mêmes, à ce moment-là, la vie est plus difficile. Contrairement à ce qu'on croit, on pense économiser du temps et on se ménage une vie qui est beaucoup plus difficile. Mais je suis sûr que les gens qui sont là, qui s'intéressent au thème, sont persuadés de ce que je dis. Il faudrait qu'on le dise aux autres, que chacun d'entre nous le dise justement aux responsables. À ceux qui en ont réellement besoin.
Bah, écoute, Robert, je te Bon, je remercie. vois qu'est-ce qu'il arrive si des personnes ne souhaitent plus, pas ou plus s'investir au travail. Il faut savoir pourquoi les gens ne s'investissent pas au travail. Pourquoi les gens ne sont pas dans leur flow? Pourquoi ils résistent? Les gens ne sont pas des imbéciles. Les gens ont des raisons. Et ils ont des attentes. Si leurs attentes sont insatisfaites, souvent ils le montrent comme ça, par un investissement beaucoup plus faible. Or, de quoi a besoin une équipe? Elle a besoin, sur des bases de confiance et de pouvoir, de discuter les désaccords de manière très, très positive. Elle a besoin de l'engagement des gens, de la responsabilisation des gens pour atteindre des résultats. Et bon, et ça, c'est bon. Alors, depuis le Covid, c'est difficile, ils priorisent le personnel, ce qui est le perso. Bon, je ne sais pas, moi. Je crois que le travail à domicile, à distance, nous oblige à réinventer nos formes de communication et de lien. C'est plus ça qui pose le problème que, bon, voilà, donc... les visions complètement pessimistes me convainquent pas vraiment très fort personnellement, parce que je pense que si j'y adhère, je laisse place à mes faiblesses personnellement. Et donc, c'est-à-dire mes faiblesses, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est de rationaliser des impuissances. Et je crois que bon, la rationalisation des impuissances, d'abord, nous fait pas être puissants, et puis d'autre part, nous fait pas être actifs et opérationnels. Donc, bon, on sait que dans la vie, il faut investir. Et investir dans la qualité de la relation avec les autres est un investissement qui est incroyablement rentable. Robert, merci, je te coupe. On est bientôt à 57 minutes, donc on a largement débordé. Pour toutes les personnes qui seraient intéressées par nos accompagnements, par nos outils, pour échanger avec nous par téléphone de façon individualisée sur votre problématique concernant la cohésion et efficacité d'équipe, entre autres, hein, vous pouvez cliquer sur le bouton en haut à gauche, prendre rendez-vous, c'est écrit en vert, et vous avez un bouton rouge, cliquez ici. Si vous pouvez cliquer, vous tomberez sur l'agenda de Robert et de ses équipes et vous pouvez choisir le créneau qui vous convient le mieux pour une heure d'échange personnalisé avec Robert ou une personne de son équipe. On vous remercie d'avoir participé si nombreux encore à cette conférence. Robert, je te laisse le mot de la fin. Ben, d'abord, je remercie les gens de la qualité de leurs questions et de leur intérêt. Et puis, voilà, je crois que on a, c'est pas comme un programme à chacun d'entre nous, c'est-à-dire, finalement, c'est par l'autre qu'on se réalise. C'est par l'autre qu'on se découvre et c'est par l'autre qu'on se réalise. Donc, l'autre est plus important que nous. Le développement relationnel est beaucoup plus important que simplement le développement personnel. Le développement personnel doit être au service du développement relationnel. Voilà ce que je dirais. On restera sur ces belles paroles. On vous dit à dans un mois pour la prochaine masterclass. Restez à l'écoute. Abonnez-vous à notre newsletter pour avoir toutes les nouvelles sur nos actualités. Je dis bonjour à ceux qui restent. Hein, j'étais là, j'étais branché. Donc, on voit Robert en fin de parcours. Merci Robert en tout cas pour ton intervention toujours très, très riche et intéressante. Et merci à tous. Hein. On vous dit à très très bientôt et bel été et rendez-vous fin août pour notre prochaine masterclass. Voilà, et pour ceux qui veulent parler avec moi de manière évidemment gratuite, hein, je suis à votre disposition. Au revoir, à bientôt. Au revoir.